Vous êtes toujours sur Normandie TV pour cette émission spéciale consacrée au dépistage et à la prévention des cancers. Après le cancer du sein, nous abordons à présent le cancer colorectal qui touche cette fois les hommes et les femmes. Alors, pour en parler, m'ont rejoint sur le plateau le docteur Karine Bouillet. Bonjour, vous êtes praticien hospitalier, gastro-entérologue à l'unité de cancérologie digestive du CHU de Caen. Et à vos côtés, eh bien, le professeur Guy Lenoy. Bonjour professeur, vous êtes professeur et chercheur, directeur de l'unité de recherche cancer et prévention, qui regroupe alors des équipes du CHU de Caen et du centre François Baclès, une cinquantaine de personnes. Et puis toujours avec moi, eh bien, le docteur Cartier, responsable médical des associations Iris et Mathilde, association pour le dépistage du cancer dans la Manche et le Calvados, et puis le docteur Antoine Leveneur, médecin généraliste et président de l'Union régionale des médecins libéraux de Basse-Normandie. Alors, avant de vous donner la parole, eh bien, écoutez, je vous propose de visionner le micro-trottoir que nous avons réalisé. Nous sommes allés à votre rencontre, dépistage, prévention du cancer du côlon. Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez. Le dépistage organisé du cancer colorectal, vous en avez entendu parler? J'ai déjà fait des coloscopies, moi. Oui, ouais. D'accord. Oui, un petit peu. Oui, Oui. Dans quel cadre vous en avez entendu parler? Là, c'est les infos. D'accord. C'est les infos surtout. Oui, ma grand-mère en est décédée. D'accord. Donc oui, je connais un peu. Est-ce que vous faites les opérations de prévention? Oui, tout Oui. à fait, oui. Ouais. Tous les 2 ans, je crois. Ah oui, vu que, étant donné que ça vient de ma famille, il y en a eu déjà un cas. D'accord. Oui, je serais bon, je sais que ça ne me dérangera pas de le faire. Hein. Je pense que je le ferai, oui. D'accord. Je pense que je le ferai. Moi, je fais ce que mon père a eu un cancer du côlon, donc je me fais suivre suite à ça. Quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe au quotidien ou pas plus que ça? Non, D'accord. du tout, non. Il y a des choses plus préoccupantes que ça sur Terre. Est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète ou pas plus que ça? Bon, pour l'instant, moi qui est jeune, non, pas plus que ça, mais peut-être qu'un jour, oui, je pense. Ouais. Je pense, oui. Non, je me soucie pas, non. On vit avec, de toute façon, donc non. Pas du tout, du moment qu'on est suivi comme ça, gratuitement tous les 2 ans. D'accord. Hein, faut le faire, c'est tout. Vous en parlez dans la famille, c'est pas un sujet tabou? Non. Non. Bah non, c'est une maladie comme une autre. Et qu'est-ce que vous savez d'autre sur ce cancer? Ben, C'est à partir de quel âge? 50 ans. 50 ans? C'est bien. Alors, docteur Cartier, c'est important de le rappeler, c'est un cancer qui touche à la fois et à part quasi égale les hommes et les femmes. Ah oui, tout à fait. Le dépistage, là, s'adresse aux deux sexes, avec quand même une petite surincidence, c'est-à-dire un petit peu plus d'hommes que de femmes concernés par ce cancer. Docteur Leveneur, justement, pourquoi un petit peu plus d'hommes que de femmes? On sait, on connaît les causes? Moi, je ne les connais pas précisément. Je crois qu'il y a des causes sans aucun doute génétiques, mais environnementales, alimentaires, tout ce que vous voudrez. Peut-être que les hommes, effectivement, ont des comportements de ce point de vue-là qui les exposent un peu plus. Mais il y a des gens plus qualifiés que moi sur le plateau pour répondre à votre question. Alors, docteur Bouillet, justement, c'est le deuxième cancer, hein, le plus important, tous sexes confondus, après le cancer du sein. Oui, ça représente environ, il y a entre 40 et 45 000 nouveaux cas par an dans notre pays. Donc après le cancer du sein, c'est le plus fréquent. Le cancer du poumon étant en troisième position. Il touche, on l'a dit, légèrement plus les hommes que les femmes. On sait pourquoi. Est-ce qu'il y a un rattrapage des femmes ou, Non, pour l'instant, c'est vraiment, ça reste comme ça depuis un moment. Peut-être les conditions de vie, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que c'est l'alimentation qui est un petit peu différente chez les hommes? Il n'y a pas vraiment d'explication. Ça reste indéterminé pour le moment. Alors, docteur Cartier, comme pour le cancer du sein, vous l'avez évoqué, il existe un dépistage organisé. Vous nous rappelez un petit peu comment ça fonctionne, ce dépistage organisé du cancer du côlon? Alors, le dépistage organisé du cancer du côlon consiste à envoyer une invitation tous les 2 ans à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans inclus. Cette invitation, c'est une invitation à aller chez le médecin traitant, retirer un test de dépistage, c'est un test de recherche de sang dans les selles, un test qu'on va faire chez soi. Pourquoi aller chez le médecin traitant? C'est parce qu'il faut faire ce test uniquement si on n'a pas de facteur de risque particulier. Et ça, c'est le médecin traitant qui va déterminer au cours de l'entretien avec son patient, en fonction de son histoire familiale et de son histoire personnelle et de son examen clinique, s'il va remettre ce test de dépistage ou s'il va l'orienter vers un gastro-entérologue pour effectuer une coloscopie.
Alors là, c'est le premier point important à relever dès maintenant. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Hein. Je fais ce test depuis chez moi. Et puis on reviendra, on va parler du test tout à l'heure. Mais docteur Bouillet, une seconde question. Pourquoi à partir de 50 ans, chez l'homme et la femme, ce test? Pourquoi cet âge retenu? Alors il y a plusieurs causes. La principale, c'est que c'est l'âge à partir duquel il y a le plus de risques d'avoir ce cancer, puisque le cancer du côlon chez les sujets de moins 50 ans, ça existe, hein, mais c'est rare dans l'ensemble. Donc pour ces arguments médicaux, et puis probablement pour des arguments peut-être plus économiques. Voilà, en tout cas, important de rappeler que 50 ans, c'est pas par hasard. C'est qu'effectivement, on a identifié une maladie plus importante à cet âge-là. Alors, docteur Leveneur, une question peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que je me sens concerné? J'ai 50 ans, j'ai eu une vie saine, simple, sans abus. Bon, je peux me dire, moi, je ne suis pas concerné, je n'ai pas mangé beaucoup de viande rouge, je suis même végétarien, j'ai fait beaucoup de sport, je n'ai pas fumé. Oh, le test du cancer du côlon, moi, non, merci. Eh bien, vous êtes précisément la cible, l'objectif cible. Vous n'avez pas de facteur de risque, vous êtes nickel dans la vie, vous avez 0 faute, et pourtant, vous ne savez pas ce qui se passe exactement. Et tout l'intérêt de ce test de dépistage, c'est d'aller rechercher des gens qui sont porteurs d'une lésion dont ils ne se rendent pas compte, et pour pouvoir la prendre en charge et la traiter le plus précocement possible. D'accord, donc effectivement, hein, docteur Bouillet, ce que nous dit le docteur Leveneur, c'est que je n'ai pas forcément de signes. Je peux être porteur d'une forme de maladie sans le savoir. C'est justement là, exactement, il faut faire ce dépistage, puisque quand vous avez des signes, ce n'est pas ce dépistage qu'il faut faire, mais quand vous avez des signes cliniques ou des antécédents dans la famille, à ce moment-là, vous avez un dépistage qui est différent et qui est fait par la coloscopie. Ouais. Alors on parle du test, on parle du dépistage. Eh bien écoutez, nous avons la chance d'être les pionniers en Europe grâce au professeur Launois et ses équipes. Nous disposons en effet dans le Calvados d'un test tout à fait innovant. Est-ce que vous pouvez, professeur Launois, nous parler de ce test voilà, qui a la chance d'être développé dans le Calvados pour toute l'Europe? Avec plaisir. Juste pour revenir sur la façon dont vous l'avez présenté, si le Calvados peut bénéficier de ce test, c'est parce que dans le Calvados, l'ensemble des médecins généralistes, l'ensemble des gastro-entérologues et la structure de gestion de dépistage se sont tous mobilisés autour de ce test. Hein. Voilà. C'est important de le rappeler, la mobilisation générale. On y reviendra tout à l'heure avec le docteur Leveneur, mais effectivement, c'est le travail d'une mobilisation générale avec vos équipes de recherche. Au-delà même des médecins, ce sont finalement les 30 000 personnes qui habitent au Calvados et qui ont participé à cette étude, qui ont permis de voir de quelle façon ce test était effectivement sans doute supérieur au test qu'on utilise habituellement. Alors effectivement, c'est le meilleur test qui existe sur le marché. Vous pouvez nous le présenter ? Alors très rapidement, oui. L'intérêt de ce test, c'est qu'il va être encore plus performant que le test hémoculte. On va là, cette fois-ci, arriver à dépister à peu près 4 cancers sur 5 et puis à peu près 9 adénomes sur 10. Et repérer des adénomes, c'est encore plus intéressant que de repérer des cancers parce que là, ce n'est pas encore un cancer et le bénéfice est total pour le patient. Donc, la raison principale, c'est que c'est beaucoup plus performant que les tests habituellement existants, mais qui ont servi à beaucoup de choses, parce qu'ils ont permis de commencer le dépistage. Peut-être une petite démonstration ? Oui. L'autre élément, c'est qu'il est, on le pense, plus pratique, plus simple que le test qui est habituellement en usage. C'est juste un seul prélèvement, enfin une seule tige. On reçoit par la poste cela, par l'association Mathilde ou Iris, si on habite la Manche. On ouvre ce petit tube, on pique à 6 endroits différents de la selle, et après on remet cette petite chose-là dans le tube, on clique, on remet dans l'enveloppe et c'est terminé. Voilà, donc c'est très simple, ça se fait à domicile comme le test hémoculte, c'est plus simple et c'est beaucoup plus performant. Et ce test-là va être diffusé dans l'ensemble de la France dans les mois qui viennent. Il faut le temps entre la recherche qui a été faite dans le département du Calvados et puis un petit peu la Manche et puis la France entière. Actuellement, toutes les personnes qui habitent le Calvados profitent de ce test, mais dans les mois qui viennent, c'est l'ensemble de la France qui va pouvoir bénéficier de ce test. Et ça part du Calvados. Donc nous pouvons être fiers. Absolument. Alors, important, effectivement, l'autre point important que vous avez rappelé, c'est la simplicité. Il n'y a pas de contorsion, il n'y a pas de découpage à faire avec ce test-là. On pique et c'est réglé. Ça peut être un frein facilement levé. Docteur Cartier, contrairement au cancer du sein, le professeur Launois l'a évoqué,
on ne cherche pas le cancer, mais on cherche des traces de sang. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas forcément le cancer. Ah oui, tout à fait. Là, on est sur un test qui va nous permettre de déterminer s'il y a du sang dans les selles, du sang non visible à l'œil nu ou s'il n'y a pas de sang dans les selles. Il y a deux cas de figure. Le test va être négatif. Nous, on va réinviter la personne à 2 ans en lui indiquant bien que dans l'intervalle de ces 2 ans, si elle a des signes cliniques, des douleurs abdominales, du sang dans les selles, un amaigrissement inexpliqué, c'est le médecin traitant qui reprend en charge. Donc tous les 2 ans, on invite. Si le test est positif, le patient va être invité à revoir son médecin traitant pour une consultation chez le gastro-entérologue pour organiser le plus souvent une coloscopie. Il y a des examens alternatifs, mais l'examen de référence reste dans ce cas la coloscopie. Et là, l'intérêt, c'est d'aller chercher ces fameux adénomes ou polypes qui précèdent les cancers, et ça permet de faire une bonne prévention. Ça va éviter que les cancers viennent se greffer sur ces polypes préexistants. Alors, ça veut dire, merci, ça veut dire, docteur Bouillet, que vous pouvez intervenir avant l'apparition d'un cancer. Et ça, c'est la grosse différence avec le dépistage du cancer du sein. Bah oui, c'est tout l'intérêt, justement, c'est qu'on peut dépister, découvrir donc, ces lésions qui sont bénignes, mais qui ont un risque de dégénérer dans les années suivantes. Et on peut, pendant l'examen, les retirer en plus. Et est-ce que on a peur, il faut avoir peur qu'on trouve quelque chose? Est-ce que, voilà, que dire aux personnes qui, comme le cancer du sein, pour le cancer du sein peut-être, disent non, je ne le fais pas, j'ai peur. Est-ce qu'il faut avoir peur de trouver quelque chose, ou au contraire, il faut trouver quelque chose, ça permet de le traiter rapidement? Eh ben, c'est normal d'avoir un petit peu peur qu'on trouve quelque chose, mais en même temps, justement, on peut trouver quelque chose à un stade bénin, ou quelque chose de complètement curable, d'où l'intérêt de le faire. Mais c'est vrai que la crainte est toujours là et on est là pour essayer de rassurer. Alors peut-être que le médecin traitant est là aussi pour accompagner le patient. Je crois que c'est un moment intéressant. Quand le test est positif, ça ne signifie pas cancer. Hein, et donc ça tempère un peu, sans doute, dans l'explication donnée, en tout cas, le fait qu'il n'y a pas à y avoir de crainte particulière, ou en tout cas, si jamais c'était un cancer, tant mieux. D'accord? Donc, un test positif ne signifie pas cancer, un test positif signifie qu'il faut aller faire la fameuse coloscopie, cet examen qui est globalement simple, et 2 choses l'une, il y a une lésion repérée, on l'enlève, on la met analysée, et c'est à ce moment-là, c'est quelque chose de bénin, ou c'est quelque chose qui justifie un traitement adapté. Effectivement, donc ça c'est important de le rappeler. Docteur... Donc nous, médecins traitants, on rappelle tout le temps à nos patients, on les engage à faire ce test qui est très simple, comme l'a dit le professeur Launois, et qui rapporte gros en quelque sorte. Hein. Ah oui. Et donc ça, c'est foutument important que les médecins traitants s'engagent là-dedans et que les patients soient informés de tout ça tranquillement. Dans la vie quotidienne, cet examen-là doit faire partie de nos références. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, c'est le président de l'Union régionale des médecins libéraux qui parle. Docteur Cartier, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres par rapport à la population invitée en Basse-Normandie et puis le taux de retour, on va dire? Alors malheureusement, le taux de retour n'est pas satisfaisant. Nous sommes à 35% de participation pour la région. C'est mieux que France entière, puisqu'on est à 31% pour la France entière, mais pour autant, ça reste inférieur aux objectifs fixés par le ministère de la Santé. Pour avoir un impact sur la mortalité avec cette maladie, il faudrait atteindre 45% de participation. Donc il y a encore des freins à lever, il y a encore du chemin à faire pour que les personnes fassent le test, et notamment les hommes. Les hommes font beaucoup moins les tests que les femmes. Or, on a plus de tests positifs chez les hommes, et comme le rappelait le docteur Leveneur, un test positif n'est pas un cancer, c'est du sang dans les selles, il faut en chercher la cause. Mais on trouve des polypes, des adénomes avancés chez des hommes, et on sait qu'on leur rend service, donc il suffit de faire ce test. Et ce test est positif dans 3% des cas, donc le test n'est pas la coloscopie. Alors, le attention, test, c'est un chiffre important, le test est positif dans 3% des cas. Tout à fait. Donc on est un petit peu plus avec le nouveau test par sa performance. On est entre 3 et 4%. 3 et 4%, oui. Voilà, mais ça reste tout à fait acceptable. Donc le test n'est pas la coloscopie. Et souvent les personnes qui ne participent pas nous disent oh non, moi les coloscopies, j'en veux pas. Or là, ça permet de bien
trier en quelque sorte les personnes candidates à la coloscopie et celles qui ne doivent pas passer Alors, de coloscopie. malgré tout, il est peut-être important aussi de dédramatiser la coloscopie. Docteur Bouillet, parlons-en parce qu'on croit que on sait que c'est un frein. Hein. Qu'est-ce qu'une coloscopie et est-elle systématique? On a déjà eu un élément de réponse, elle n'est pas systématique. Qu'est-ce qu'une coloscopie? Alors, une coloscopie, c'est un examen de votre côlon. Donc par une endoscopie, donc en fait on rentre une caméra dans le côlon pour l'examiner. C'est un examen qui peut se faire, qui n'est pas long. Vous me disiez une quinzaine de minutes au total. Hein. Ça peut être généralement c'est ça, c'est une quinzaine de minutes. Il faut évidemment qu'il y ait un côlon propre, donc ça nécessite de prendre une purge, de faire une préparation. Bon, c'est vraiment facile à faire. C'est peut-être ça l'aspect le plus désagréable finalement. C'est ce qui freine pas mal de personnes. Vous me disiez également que c'est un examen qui peut se pratiquer sous anesthésie. On peut faire les deux. On peut le faire sous anesthésie et sans anesthésie. Et généralement, c'est proposé aux patients l'un ou l'autre. Et si on parle un petit peu d'intimité, quelle est ma position? Est-ce que mon intimité est respectée pendant cet examen? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Il faut essayer de lever les craintes. Mon intimité est-elle respectée? Eh bien oui, non, vraiment, il faut voir un examen sans anesthésie, une coloscopie. Hein. L'intimité est respectée au maximum, évidemment. Donc on est allongé, généralement sur le dos, on met un drap sur les jambes. On est allongé sur le dos, on n'est pas... on est allongé sur le dos, et puis bien sûr on essaye de respecter au maximum l'intimité, c'est-à-dire qu'on met un drap sur la personne et après on fait notre examen. C'est l'intimité respectée le plus possible. Docteur Leveneur, peut-être encore pour encourager Oui, ça reste un examen médical. Hein. Bon, bien évidemment, la confidentialité et le respect de l'intimité font partie, j'allais dire, du cahier des charges de tout professionnel de santé. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. C'est pas là où est le problème, à mon avis. Alors, s'il le faut, les médecins traitants réexpliquent toutes ces choses-là, effectivement. Mais globalement, c'est un examen assez simple, c'est un examen de routine qui peut se faire avec une anesthésie générale si besoin, mais pas forcément non plus, qui peut se faire aussi dans des cabinets en ville de gastro-entérologues. Et en Basse-Normandie, on en fait pas mal, justement, en ville, et pas forcément en milieu hospitalier, avec tout le décorum qui va avec. Ah oui, non, vous n'êtes pas forcément hospitalisé, hein, pas du tout. Hein. C'est en ambulatoire. Voilà. C'est en ambulatoire, c'est un examen qui peut se faire en matin, ville. vous repartez, D'accord, donc ça c'est effectivement important de le rappeler. Alors, peut-être pour aborder la partie, là, pour le coup, moins chaleureuse et plus douloureuse, on a parlé du cancer du sein, on a parlé des conséquences de la négligence. Est-ce qu'on peut parler des conséquences de ma négligence si, après 50 ans, je n'ai pas fait ce dépistage et je laisse traîner, et il se trouve que j'ai développé un cancer? Oui, c'est le risque que chacun prend à ne pas faire le dépistage, en fait. C'est de laisser, d'avoir des polypes qu'il ne connaît pas et de laisser se développer une lésion cancéreuse. Alors là, ce n'est pas une coloscopie que je subirai, mais c'est une série de coloscopies, plus des opérations. Tout dépend du stade de la maladie, mais il y aurait forcément une coloscopie. Enfin, ça sera toujours beaucoup plus lourd, en tout cas, ça c'est sûr. Ça n'a rien à voir avec le fait de se faire dépister. Hein. Donc c'est vraiment prendre un gros risque. Voilà, ce que vous disiez, prendre un gros risque pour un tout petit acte. Exactement. Docteur Cartier, je sais que c'est difficile de répondre à cette question. Je vois que les progrès de la médecine et la recherche ne donnent pas encore de réponse définitive. Mais est-ce qu'il y a des facteurs de risque? Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu aux téléspectateurs, dans la vie de tous les jours, je ne vais pas éviter le cancer du côlon, mais en ayant tel comportement, je pourrais peut-être l'éviter? Alors, on connaît plutôt des facteurs qui vont plutôt protecteurs, hein, mais effectivement, ils ne sont pas suffisants et ne vont pas pouvoir nous permettre d'échapper à ces campagnes de dépistage. C'est vrai qu'il est reconnu qu'une activité physique régulière va être plutôt protectrice, qu'une alimentation riche en fibres, je pense que tu peux le confirmer, va aussi protéger, mais même ce que disait M. Leveneur tout à l'heure, c'est que même si j'ai une très bonne alimentation, que je ne fume pas, que je fais du sport, il faut quand même se faire dépister.
C'est la difficulté avec Professeur les Lenoir. cancers. Contrairement à d'autres maladies qui sont liées à une seule cause, les cancers, la plupart du temps, c'est multifactoriel. Il y a de nombreuses causes. Et en plus, il y a un peu d'injustice, parce qu'il y a certaines personnes qui vont être plus sensibles au tabac, plus sensibles à l'absence de sport que d'autres. Voilà. Donc il y a ce côté très multifactoriel qui fait que même si on connaît les messages de prévention qui sont efficaces, on sait que si on fait du sport, si on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, si on évite les viandes rouges cuites sur le barbecue trop souvent, on diminue son risque. Mais on n'est jamais sûr d'absolument garantir. Ce qui est certain, c'est que le bénéfice apporté par le dépistage est supérieur à la prévention en matière de cancer colorectal. Et en matière de cancer, le bénéfice finalement du dépistage du cancer colorectal est le plus important de tous. Même s'il faut se faire dépister sur tout l'ensemble des cancers, y compris le cancer du sein, le bénéfice en termes de vie gagnée, en termes de confort de vie, est beaucoup plus important pour le cancer du côlon que pour le cancer du sein. Et c'est dommage quand on met ce bénéfice en rapport avec la participation au dépistage. On aimerait que pour le cancer du colorectum, on ait une participation aussi bonne que pour le cancer du sein, pour les hommes et pour les femmes. J'espère que le message va passer. Alors, professeur Lenoir, vous avez la parole. J'aimerais poursuivre avec vous. Parce que vos recherches ont porté sur le test, mais vos recherches portent également sur les inégalités face au dépistage. Quelles sont vos observations en la matière ? Les inégalités socio-économiques sont très importantes en matière de cancer. On sait que même pour un même cancer localisé au même endroit et finalement repéré au même stade presque, la survie, la chance de pouvoir être guéri d'un cancer est beaucoup moins importante chez les personnes qui sont dans un groupe défavorisé ou qui vivent plutôt éloignés des villes que ceux qui habitent les villes ou qui sont dans un groupe socialement favorisé. Je suis éloigné des villes, un groupe socio-culturel, socio-professionnel moins élevé que d'autres, oui, j'ai plus de chances de développer un cancer et vous me disiez d'en mourir. Surtout plus de chances de mourir d'un cancer quand il arrive. Voilà. Et l'une des raisons principales, c'est que, comme l'avait dit très bien le docteur Levonneur, les raisons qui font qu'on ne va pas au dépistage sont d'ordre souvent culturel. Et le culturel, le psychologique, c'est souvent déterminé par le socio-économique. C'est ce qu'on a appris à l'école, c'est ce qu'on a vu chez soi, c'est la façon dont les copains nous passent, c'est la façon dont au travail ça se passe. Voilà. Et ça, c'est très important sur la survie. Et on sait que l'une des clés donc, des inégalités sociales à terme de survie, c'est le moment où l'on dépiste le cancer. Le docteur Bouillet l'a dit, le stade d'extension du cancer au moment du dépistage, au moment du diagnostic, est primordial pour la survie. Et ce qui va guider avant tout ce stade, c'est le dépistage. Si vous faites le dépistage, là vraiment vous allez gagner considérablement. Et on observe que, quel que soit le cancer, les personnes qui habitent dans des lieux défavorisés ou même loin des grandes villes participent moins que les autres. Et donc là, il faut trouver des solutions. Et pour l'instant... Excusez-moi, justement, ça rappelle effectivement le Mammobile oui. et la réussite du Mammobile. Absolument. Là, vous confirmez que... Il faut souligner la réussite du Mammobile qui n'est pas encore assez connue en France. Il se trouve que le Mammobile a été débuté il y a 10 ans, à peu près 12 ans, dans le sud de la France et puis dans l'Orne. Et finalement, les résultats sont très peu connus. On va essayer de les valoriser le plus possible, de manière à ce que les pouvoirs publics en prennent connaissance, mais... En ce qui concerne le cancer du sein, le Mammobile est certainement la meilleure solution pour réduire les inégalités. Donc ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que pour faire en sorte que les personnes qui ne vont pas au dépistage spontanément, il faut aller chez eux. Il faut faire en sorte qu'on soit encore plus proactif, enfin, qu'on aille les voir, qu'on se déplace, qu'on se débrouille pour comprendre leurs obstacles culturels, leurs obstacles financiers. Voilà. Donc il faut trouver des solutions. On n'a pas la solution miracle. Il faut qu'on continue à avancer dans ce domaine-là, mais certainement que la multiplication des acteurs qui promeuvent ou qui proposent le test de dépistage, excusez-moi, est une solution. Les médecins sont absolument indispensables, mais il faut sans doute adjoindre aux médecins d'autres distributeurs de tests de manière à toucher ces personnes qui ne vont pas toujours voir le médecin. C'est une des solutions. Alors vous évoquiez d'autres distributeurs de tests. Vous parliez par exemple des travailleurs sociaux. Oui, on doit les impliquer. Tout à fait. L'une des hypothèses, c'est de penser que les travailleurs sociaux ont la culture, peut-être plus que les médecins, pour faire en sorte de promouvoir la santé chez les personnes qui sont socialement défavorisées, parce qu'ils connaissent bien les circuits, etc. Et il nous semble peut-être des compléments là importants aux médecins dans ce cadre-là. Et c'était l'objet d'une étude qui est en cours actuellement en Picardie, dans laquelle effectivement on montre de quelle façon le fait de proposer l'insertion d'un travailleur social dans les structures de dépistage comme celle que dirige Marie-Christine Cartier fait qu'on peut quasiment
effacer les inégalités géographiques de participation au dépistage. Donc c'est une expérience qu'on va rapporter au pouvoir public. C'est une des solutions. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut plusieurs solutions. Ce qu'il faut, là aussi, c'est une mobilisation de l'ensemble de la société. Et il faut aussi que la société y mette l'argent nécessaire. Parce que la réduction des inégalités sociales, ça coûte cher. Donc c'est un choix républicain. Très bien. Je crois que la proximité, on comprend bien son intérêt. Docteur Leveneur, pour conclure, proximité, je pense que ça vous parle également en tant que médecin traitant. Oui. Je réfléchissais à ce que disait le professeur Launois. C'est une des pistes de réflexion, manifestement. Mais la proximité, ça reste le médecin traitant. Et c'est la proximité dans la confiance, a priori, puisque ce patient a déclaré son médecin traitant. Et donc, à un moment où on évoque les freins culturels, les freins de confidentialité, les freins de respect de l'intimité, eh bien, je pense que le médecin traitant reste quand même l'acteur numéro 1 pour porter cette politique de dépistage. Voilà. Et en ce qui nous concerne, nous, instances professionnelles, nous faisons ce travail de mobilisation des médecins traitants, mais pas uniquement, puisque vous l'avez compris, les gastro-entérologues libéraux, tout le monde est dans la boucle et la médecine libérale porte sa part dans cette opération-là. Donc j'entends bien ce que dit monsieur le professeur Launois. Bien évidemment que ça doit pouvoir s'entendre sans problème dans des quartiers difficiles peut-être, où l'accès aux soins de proximité, vous l'avez dit, n'est pas évident. Mais globalement, je crois qu'il faut avoir les idées claires. Le bon vecteur de cette opération restera, à mes yeux, le médecin traitant. Alors effectivement, important de le rappeler, proximité, intérêt général, travaillons tous ensemble, main dans la main, pour faire reculer cette maladie, on l'a compris, on l'a entendu, qui devrait reculer aisément si le dépistage était beaucoup plus suivi, si nous passions de 30 à 60%. Nous vous encourageons à rentrer dans ce dispositif. Eh bien écoutez, je vous remercie pour votre participation. On comprend là aisément pourquoi le plan cancer a fait du dépistage et de la prévention des priorités. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Nous marquons une courte pause et puis nous nous retrouvons dans la dernière partie de cette émission pour parler prévention et vaccination contre le cancer du col de l'utérus. A tout de suite.